Bonjour, donc, je m'appelle Rosé. Je suis infirmière du Dr Adamson. Je suis à l'hôpital Barthélemy de Thiès. Donc, je m'en vais vous faire la présentation sur les soins périopératoires des fentes labiopalatines. Donc, comme plan de travail, nous avons l'introduction, le but des soins périopératoires. On va donner un aperçu et la définition. Les soins infirmiers préopératoires, le suivi psychosocial, ça c'est dans les soins infirmiers préopératoires. Donc il y a 4 ou 5 points à développer dans ce domaine. Et après on a les soins post-opératoires. Là-bas aussi il y a 4 points à développer. Donc sous-titre, la conclusion et enfin les références. Donc dans l'introduction, nous avons que les fentes labiopalatines, appelées bec de lièvre ou marque du diable dans certaines cultures, surtout africaines, sont des malformations crânio-faciales congénitales. Ces malformations se développent entre la 4e et la 12e semaine de la grossesse, au moment de la création du visage. Au-delà de l'aspect qui est peut-être mal vu par certains d'un point de vue psychologique, les fentes labiopalatines peuvent entraîner quelques complications physiologiques et du développement de l'enfant, notamment quand l'alimentation de ce dernier va se diversifier. Cela peut engendrer certains troubles pour s'alimenter, mais peut aussi avoir un impact sur l'apprentissage du langage. Donc, on va parler de les buts des soins périopératoires. Le but de ces soins, c'est accueillir, écouter et informer les parents ou même les patients dans la limite de nos fonctions. Assurer les soins afin de préserver son autonomie, assurer son confort, sa sécurité et respecter sa dignité. Assurer la réponse aux besoins d'hygiène, de propreté et d'alimentation. Veiller au suivi administratif des dossiers de soins et tout autre protocole spécifique, ainsi qu'à contrôler la mise en application. Assurer le bon archivage des documents de soins et des derniers dossiers. Assurer la gestion de la pharmacie, la préparation et la distribution des médicaments en lien avec les prescriptions médicales disponibles ou orientées en cas de non-disponibilité. Et spécifier la nature de la fente et si elle est associée à un syndrome ou bien si elle est isolée. Donc, exemple, on a fente labiale complète ou incomplète, unilatérale ou bilatérale, fente alvéolaire ou maxillaire ou palatine ou du palais mou, complète ou incomplète, fente sous-mique. Donc, ça, c'est quelques exemples de fentes que nous avons. Ça, c'est une fente valaire. Ici, c'est une fente palatine complète. Une fente labiale incomplète. Une fente labiale complète. Et une fente bilatérale. Donc, quelques aperçus. Nous savons que donc, ces malformations faciales ont un impact sur différents aspects du développement normal de l'enfant. En effet, l'enfant souffrant de fente labiomaxillaire palatine aura des déficits d'élocution au niveau de la parole, des problèmes de la dentition, des troubles de la déglutition, de l'audition et des conséquences sur les aspects physiques et psychiques. Tout au long de sa vie, l'enfant va être suivi par différents professionnels. Orthophonistes pour d'éventuels problèmes d'élocution, d'orthodontistes pour le suivi du développement dentaire, mais aussi lors de la greffe osseuse alvéolaire chez les enfants qui ont des fentes labiomaxillaires palatines. Les fentes augmentent le risque de développer des otites dus à un dysfonctionnement de la trompe de Stage, nécessitant une prise en charge au niveau des ORL. Donc, on va parler des fentes, des soins préopératoires. On va commencer par le suivi psychosocial. Donc, ça, c'est le point, en tout cas, le plus essentiel qu'on doit faire parce que le suivi psychosocial est la première chose à faire en cas d'atteinte. Parce que quand on pose des questions à la maman, comment avez-vous vu l'enfant à la naissance?
Qu'est-ce que vous avez senti à la naissance? Presque c'est la même question qui vient. J'étais émerveillée, j'étais troublée, ça m'a fait du mal. Et donc, le suivi psychosocial, la première chose, la plus importante donc, à faire en soins périopératoires. Parce que étant, en tout cas, le socle, le point le plus, en tout cas, essentiel à ne pas rater. Parce que quand le suivi n'est pas bien fait, là, il y a toujours des problèmes pour l'acceptation de l'intervention, pour l'acceptation de l'enfant même, et après pour les autres suivis qui vont suivre. Donc, dans ce suivi, nous pouvons noter quelques problèmes. Il y a le choc, par exemple. Quel que soit le moment du diagnostic, les parents ont principalement répondu que la naissance de leur bébé avec une fente était très choquante. L'attribution causale, certains parents ont cherché à connaître la cause de la fente de leur enfant avec de multiples interrogations qui n'ont peut-être pas eu de réponse satisfaisante. Les besoins d'être rassurés. Donc, nous devons rassurer la maman, l'enfant, si elle est, bon, si c'est un grand enfant, et la famille par rapport à la fente, par rapport à la capacité que c'est une chose qui est guérissable, qu'on peut traiter, qu'on peut soigner. Donc, rassurer les parents, rassurer les gardiens d'enfants, rassurer les enfants qui ont des palais et autre chose. Que ça, c'est quelque chose à traiter et ça guérit. Le besoin d'information des parents. Le parent a besoin d'être informé de la maladie de l'enfant qu'elle a et en tout cas des complications qu'il peut y avoir si l'enfant n'est pas bien pris en charge et de tout ce qui tourne autour de cette fente labiale ou de cette fente labiopalatine. Donc maintenant, après ça, on va aller au le suivi des autres avec les autres disciplines. Donc, hormis la chirurgie, hormis la psychologie ou psychiatrie, en tout cas quelque chose comme ça, on va voir aussi l'orthodontiste. L'orthodontiste aide en tout cas l'enfant, surtout les enfants qui sont atteints de palais, à avoir des prothèses dentaires pour mieux s'alimenter. Parce que nous savons bien que l'enfant qui a une fente palatine, parfois a des problèmes d'alimentation. Et ça peut causer des fausses routes, par exemple, si l'enfant tête, ça peut aussi avoir d'autres implications. De ce fait, l'orthodontiste va nous aider à faire une plaque ou bien une prothèse à cet enfant pour que l'alimentation puisse se faire normalement. Après aussi l'intervention aussi, surtout au niveau des fentes labiales complètes, parfois il y a des problèmes de dentition et autres. Donc là aussi, l'orthodontiste va nous aider à bien équilibrer et à bien arranger les dents qui sont un peu éparpillées ou bien qui ne sont pas bien positionnées. Donc ça, c'est le rôle de l'orthodontiste qui va nous aider en tout cas dans le suivi préopératoire pour la plaque et post-opératoire après pour les prothèses et autres. Après cela, nous avons l'orthophoniste. L'orthophoniste va nous aider à établir la communication de manière non verbale, à corriger les troubles de la communication liés à la parole, et surtout pour les enfants qui sont atteints de palais. Et l'orthophoniste, parfois, il intervient surtout après l'intervention pour les enfants qui ont les palais, pour corriger le langage, pour corriger l'articulation et autres. Donc, nous avons ici quelques troubles qu'on a notés. Et il y a donc, par exemple, au niveau de l'articulation, nous avons le glottal, qui signifie que l'enfant a des problèmes lorsque l'enfant veut émettre des paroles ou bien veut parler normalement. Il a des problèmes pour s'exprimer, il a des problèmes pour sortir des paroles. Et dans ces communications aussi, nous avons aussi d'autres problèmes de troubles de fricative nasale. C'est-à-dire qu'il y a des sons que l'enfant ne peut pas émettre. Au lieu d'émettre le son au niveau de la gorge, au niveau que ça sort, ça donne des sons nasales. Il y a aussi le pharyngé fricatif, ça aussi c'est d'autres problèmes d'articulation toujours. Et l'arrêt plateau-midosaux aussi seront des problèmes d'articulation. Donc l'enfant à la place de T ou D, donc fait le contraire. Au lieu de dire T, il dit T, au lieu de dire T, il dit K et autres. Donc ça aussi ce sont des corrections que l'orthophoniste va nous aider à rétablir. Toujours dans les autres, toujours dans les suivis au niveau de l'orthophoniste aussi, il y a aussi le trouble de la résonance. Donc fait référence à une quantité inhabituelle de son nasal. Donc, l'enfant émet plus de son nasal que de son vocaux, normalement. Donc, on ne peut pas entendre déjà la voix normalement avec les sons qui sont émis au niveau nasal. Après aussi, nous allons voir l'ORL. Pourquoi l'ORL? L'ORL nous aide parce que parfois, on a des complications
au niveau de la trompe de stage et l'oreille. Donc, il y a aussi des infections à répétition et ça aide, en tout cas, ça complique l'intervention et nous ramène à un peu retarder l'intervention. Donc, de ce fait, l'ORL aussi a un rôle à jouer dans le suivi. Donc, après cela, nous allons voir l'alimentation préopératoire. Donc, dans cette alimentation préopératoire, nous devons voir aider l'enfant, aider la maman à bien tenir en compte cet enfant, à bien alimenter l'enfant. Parce que l'alimentation est l'une des choses importantes, surtout en préopératoire. Parce qu'un enfant qui n'est pas bien alimenté risque de nous faire une malnutrition. Et cette malnutrition aussi va retarder l'intervention et l'enfant ne sera pas pris en charge dans les délais qui sont déjà établis. Et aussi, on peut avoir aussi l'anémie et autres. Donc, il y a aussi une technique bien déterminée pour la prise en charge de cet enfant, pour l'alimentation de cet enfant. Donc, vous verrez ici dans ce diapo la technique qui est utilisée pour une bonne alimentation de l'enfant. Donc, toujours garder l'enfant en position verticale. Et cela va aider pour éviter les fausses routes et autres, et pour que l'enfant n'ait pas de problème, en tout cas de déglutition et autres. Et aussi, aider aussi l'enfant à l'allaiter régulièrement et à des doses diversifiées et aussi à une fréquence régulière. Aider aussi l'enfant, quand on l'alimente, de laisser dans un environnement un peu calme, avec peu de distraction. Parce que si l'enfant est un peu distrait, il veut tourner la tête de gauche à droite et autres, et l'enfant ne pourra pas en tout cas bien s'orienter, ne pourra pas encore bien se positionner pour faire l'alimentation comme il se doit. Donc, il y a aussi pour l'alimentation aussi des choses à dire, par exemple, par rapport au palais, si l'enfant n'a pas de plaque, et que si l'enfant n'est pas, en tout cas, bien pris en charge, on peut aussi dire à la maman, si la maman ne peut pas allaiter l'enfant par son sein, d'acheter les biberons de Herbermann. Donc, c'est un biberon spécial avec des tétines un peu spéciaux pour bien aider l'enfant, en tout cas. Si je parlais de la visite pré-anesthésique, donc qui est en tout cas le fait de prendre l'enfant, de le consulter, de faire son bilan préopératoire et de le programmer. Ici, le rôle de l'infirmier, en tout cas primordial, c'est de prendre cet enfant et expliquer à la maman tout ce qui va se passer pendant l'opération, après l'opération. Et que faire quand il y a des problèmes ou bien quand il y a des soucis, qui appeler et quels sont les signes de danger que la maman peut voir et observer pour pouvoir, en tout cas, nous aider à la surveillance de cet enfant. Donc, après les soins préopératoires, on va passer aux soins post-opératoires. Les soins infirmiers post-opératoires ne devraient jamais être considérés comme une routine. Soyez toujours vigilants à l'imprévisible. Si une complication survient, l'infirmier doit être prêt à évaluer, à décider et à réagir. La surveillance en post-op immédiat. La surveillance en post-op immédiat consiste à veiller à la sécurité du patient et à son confort au retour de la salle d'opération, permettre au patient de récupérer très vite avec la plus grande autonomie possible, prévenir les éventuelles complications dues à l'intervention. Cette surveillance post-opératoire commence dès la sortie du bloc. Elle continue en salle de réveil, puis dans la chambre. La surveillance post-opératoire est composée de, premièrement, la surveillance des signes vitaux, donc de la respiration, les constants, le pouls, la température haute, la saturation et l'état de conscience. Après la surveillance des signes vitaux, on va passer à la surveillance de l'incision et des pansements. La surveillance donc, de l'incision et des pansements consiste à surveiller la zone d'opération, la cicatrice, l'incision et faire les pansements, surveiller la douleur post-opératoire et bien surveiller et traiter. Surtout cette douleur.
Parce que nous, par exemple, infirmiers, on dit que quand ça fait mal, on dit que c'est normal. La personne qui subit une intervention doit avoir mal. Donc, d'après notre professeur Adamson, il dit que non, la personne qui a fait une intervention ne doit pas avoir mal. Donc, cette douleur doit être surveillée. Parce que si l'enfant pleure, si l'enfant crie tout le temps, donc, à cause de la douleur, ça peut avoir des répercussions sur la cicatrisation et même sur l'intervention de la chirurgie en tant que telle. Placer l'enfant après une réparation de fente labiopalatine sur le dos ou sur le côté. Donc, ça, ce sont des précautions à prendre pour surtout empêcher les complications d'inondation ou bien syndrome de Mendelssohn et autres. Et bien surveiller cet enfant, surtout à la position qui est recommandée. Après cela, nous allons passer à la surveillance des perfusions et des traitements. Et enfin, la surveillance des symptômes post-opératoires. Donc, l'agitation, la douleur, toujours inquiétude du parent. Parce que si l'enfant est agité, si l'enfant pleure, si l'enfant a mal, la maman ne va pas nous laisser tranquille. Elle va toujours venir dire que venez voir mon enfant, il a ceci, venez voir mon enfant, il a cela. Et en même temps aussi, ces signes aussi peuvent nous aider à voir qu'il y a peut-être une complication ou quelque chose d'autre. La surveillance post-opératoire consiste également à la prévention de toute complication possible après l'intervention. L'hémorragie, état de choc, risque d'infection, complications pulmonaires, rénales, digestives et complications locales au niveau de la plaie et de la peau. Même réalisé dans les meilleures conditions, c'est-à-dire avec un chirurgien plasticien compétent, n'oublions pas que les interventions de chirurgie plastique, esthétique ou réparatrice sont des interventions chirurgico-délicates. Elles nécessitent beaucoup de rigueur avec tous les risques liés à un acte médical, anesthésie et geste chirurgical. Le recours à un infirmier qualifié permet d'éviter les complications ou de les traiter efficacement, et tout ceci grâce à une bonne surveillance. Donc la surveillance est la clé de toute chose. La surveillance est la clé, en tout cas, d'un suivi normal chez un enfant qui a déjà subi une intervention. Donc, surveiller, première chose. Deuxième chose, réagir. Et troisième chose, prendre une décision. Et toujours en suivi post-op, après la surveillance infirmière, on va toujours avoir recours aux autres, en tout cas, personnels parallèles, comme l'orthophonie, l'orthodontiste, comme on avait dit tout à l'heure, et l'ORL. Donc, il conviendra de vérifier avec l'orthophonie l'audition ou la survenue d'otite et de rideaux pharyngiques, le développement et la qualité du langage par des séances de réduction en orthophonie. La surveillance orthodontique permettra de proposer en temps utile la correction d'une asymétrie maxillaire ou d'un maxillaire étroite à travers un appareillage, l'évolution de la dentition pour réparer le trouble de l'arcade dentaire et surveiller l'alignement des dents, l'harmonie aussi du visage. Parce que l'esthétique, je pense, est la base de la réparation d'une fente labiopalatine. Donc, une personne qui a déjà suivi une fente labiopalatine, je pense qu'elle doit être comme les autres personnes, son visage doit devenir comme les autres visages. Donc, cette personne a besoin de l'esthétique. Toujours dans le suivi post-op, il y a le traitement qui est associé à ce suivi, à cette surveillance. Donc, en post-op, on donne en général les antibiotiques, les antalgiques, les anti-inflammatoires et parfois quelques antiémétiques. Parce que parfois, après l'intervention, il y a des enfants qui vomissent, surtout les enfants qui ont des palais hautes, ils vomissent. Donc, de ce fait, il y a des médicaments qui sont associés à ça pour un bon suivi et pour un bon rétablissement de l'enfant. Après, on a l'alimentation. Donc, l'alimentation de cet enfant aussi revient encore. En pré-op, on parlait de l'alimentation. En post-op aussi, on revient sur cette alimentation. Après l'intervention, tout juste après une heure de temps où que l'enfant soit complètement réveillé, cet enfant peut être alimenté. Peut téter, si l'enfant est en train de téter. Si c'était au biberon aussi, on peut donner le biberon. Mais pour le biberon, il faut prendre le côté opposé et latéraliser la tétine. C'est-à-dire que si l'enfant a fait une fente labiale droite, on met la tétine du côté gauche et vice-versa. Pour les enfants aussi qui ont été aussi opérés de fente aussi palatine, on va donner aussi le lait, l'allaiter, mais il faut aussi éviter toute chose qui va avoir des complications au niveau de l'alimentation ou bien du matériel qui va biaiser ou bien en tout cas
du matériel qui va blesser cet enfant qui a déjà fait une intervention avec les fontes. Donc, comme exemple, on a dit que en J1 post-op, liquide clair, bouillon, jus de fruits, à J2 post-op, du lait, à J3 post-op, du yaourt, à J4 post-op, l'enfant peut avoir un régime en purée. Et ça, c'est surtout les enfants qui ont des palais avec des syndromes ou toute autre malformation. Parce qu'avec eux, l'alimentation diffère des enfants qui sont normaux. Et ce régime doit être continué pendant 3 mois ou 3 premiers, ou bien si c'est un palais. Et pour les autres, presque 3 semaines, cette alimentation doit être faite. Il y a aussi le contrôle qu'on doit faire en post-op. Ce contrôle consiste à suivre les enfants pour, en tout cas, l'ablation des fils à 1 semaine. Et après aussi, il y a aussi les suivis post-opératoires de contrôle de routine à 1 mois, à 3 mois, à 6 mois et à 1 an. Et après ces contrôles, c'est là qu'on doit décider s'il y a une reprise à faire pour la lèvre ou une reprise à faire pour le palais, où l'enfant doit être carrément orienté vers l'orthophonie ou l'orthodontiste pour en tout cas corriger les autres trucs qui restent à faire. Donc, en conclusion, donc cette conclusion aussi peut être prise comme une recommandation en tant que telle. Donc, c'est un constat qui a été fait que tous les enfants qui sont atteints de fente, ou bien la plupart en tout cas des enfants qui sont atteints de fente labiopalative, sont consultés ou bien parfois l'accouchement se fait avec des sages-femmes ou avec des infirmiers. Et que ces derniers, parfois, ils n'ont pas une maîtrise du sujet, donc ne connaissent pas trop bien, en tout cas, la fente labiopalative. Donc, ce qui est conseillé, c'est que nous demandons donc une formation de ces derniers dans les maternités, dans les dispensaires, en tout cas dans toutes les cliniques ou bien toute personne qui prend en charge les fentes labiopalatives ou bien qui accouche une femme qui a une fente labiopalative. En tout cas, de faire déjà le premier soin, c'est la préparation psychologique, en tout cas de rassurer la maman et de surtout l'aider. Et ça aussi, ça peut aider. L'alimentation aussi, parfois, est trop difficile. Et peut-être la maman aussi ne peut pas allaiter l'enfant. Donc, on peut aussi former ces infirmiers, ces sages-femmes, ces matrones ou autres personnes qui accouchent ou bien qui prennent en charge ces fentes labiopalatives à savoir que si la femme ne peut pas allaiter avec son sein, il y a des tétines spécialisées. L'enfant aussi peut aussi prendre une tasse avec une cuillère et bien allaiter, en tout cas, son enfant. Et aussi faire le suivi, parce que le constat qui est fait est que la plupart des enfants qui ont les fentes labiopalatives ont une malnutrition toujours la plupart du temps associée à une malnutrition ou bien une anémie et autres. Et de ce fait, nous recommandons aussi à ces sages-femmes, à ces infirmiers, en tout cas à toute personne qui prend en charge, d'aider la maman à bien, en tout cas, diversifier l'alimentation de son enfant et aussi aider aussi la maman à savoir comment introduire les aliments et que faire en cas de problème ou autre chose. Donc ça, ce sont les références que là où j'ai pu en tout cas les donner pour l'exposer et autres. Merci de votre attention. Thank you. Obrigado. So the Q&A session is open for those who have questions. I saw Emily, you had a question, so please you can use the Q&A session. We apologize for the technical glitch. And thank you, Rose Fai, for the presentation. We are open for questions and suggestions. Docteur Adamson, je peux lire une question ici. La personne a posté dans chat.
mais je peux vous partager et on pourra voir comment y répondre. La personne demande si l'utilisation des anti-inflammatoires doit être généralisée. Vous pourrez traduire en anglais pour nos participants anglophones. Merci. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez envoyer vos questions dans Q et A, s'il vous plaît? Merci. There's a question if anti-inflammatory non-steroid anti-inflammatories should be generalized in the use of in post-op care. That's a question in French. I'm translating it into English. So anti-inflammatory preparations, should they be generalized? Madame Faye, vous pouvez utiliser le Q&A pour les questions. Use Q&A for your questions, please. Mr. Beckett or Nicole, Madam Faye is back online, so activate her screen. Oui. Are you active? Voilà. Donc, la première question, c'était l'utilisation des anti-inflammatoires. Est-ce que ça doit être systématique? C'est systématisé, oui ou non? Tu peux répondre à cette question, Madame Faye? Quelle est l'expérience dans votre centre? Okay, merci. Bon, en tout cas, chez nous, ce qu'on fait d'habitude, c'est on utilise l'anti-inflammatoire avec surtout les enfants qui ont fait les fonds de labia. Parfois, il y a une inflammation. Et cette inflammation, parfois, dérange la parent ou même l'enfant même parce que c'est un peu gonflé après la réparation. Donc, de ce fait, on donne les anti-inflammatoires. Mais si la personne a une contre-indication pour prendre ces anti-inflammatoires, on peut donner les antalgiques, mais un peu de palier 2 ou bien palier 1 pour un peu aider en tout cas cette maman ou bien cet enfant à un peu rétrécir la lèvre parce que c'est un peu inflammé. C'est la raison pour laquelle on donne les anti-inflammatoires. La question suivante, je ne sais pas si Ponte, I don't know if your question was duly answered about anti-inflammatory use. We'll address the question from Ale Garano. Let me translate it into English. Ma question est la suivante. Quel est le moment crucial pour éviter les complications d'un enfant opéré de fente palatine? So what are the crucial moments? What is the crucial moment to avoid complications in palate surgery? What are the crucial points to avoid complications? Madame Faye?
Et merci pour la question. Et donc, moi, je dis que le moment le plus crucial, c'est la sortie, c'est en sortie de bloc, c'est un post-op immédiat. Parce que là-bas, l'enfant vient de sortir du bloc. Donc, il sort d'un milieu à un autre. Donc, la surveillance doit être rapprochée. Et cette surveillance doit se baser sur, en tout cas, 3 choses qui sont primordiales. Il faut surveiller, surveiller, surveiller. Pourquoi je dis surveiller, surveiller? Parce qu'on doit surveiller l'enfant. On doit surveiller, en tout cas, on doit aussi surveiller l'état général, surtout de cet enfant. Parce que parfois, au bloc, on a déjà eu peut-être parfois quelques complications. On peut oublier, par exemple, une compresse. Et là, l'enfant sort du bloc à 5 minutes ou bien 10 minutes, l'enfant a des problèmes de respiration, donc a une détresse respiratoire. Donc, si cet enfant n'est pas surveillé avec la détresse respiratoire, on ne sait pas ce qui a causé cette détresse respiratoire, on peut perdre cet enfant, en tout cas, le plus rapidement après les exécutions. Donc, il faut surveiller, toujours surveiller, surtout les premières heures après l'opération, surveiller les enfants pour voir est-ce qu'il n'y a pas autre chose que l'intervention, est-ce qu'il n'y a pas de problème de médicaments ou bien d'allergie, est-ce que les traitements ont été bien faits, est-ce que les signes vitaux ne nous disent pas quelque chose ou bien ne nous informent pas sur une complication quelconque. Merci. There was another question. Dr. Adamson, please, could you translate her answer? Thank you. Oh yeah, thank you. So the answer is surveillance or monitoring. The important thing is to monitor the child, especially in the immediate post-operative period. They need to be monitored for 3 things: the general state of the patient, how is the patient doing, and pain, and also alertness. Most of the complications happen in the immediate post-operatory period because of either airway obstruction, because of the nature of the surgery. So in general, the first few minutes after the operating room are the crucial moments for monitoring because of respiratory complications related to the surgery. There's another question. At what age are cleft lips and palates surgically repaired? La question de Herbert Fonte, encore. À quel âge les fentes palatines et labiales sont la prise en charge chirurgicale est faite? À quel âge? Donc, pour les fentes labiales, donc la réparation se fait entre même deuxième ou troisième mois, on peut faire la réparation de la lèvre. Et pour les palais, jusqu'à 1 an et demi, 18 mois en tout cas, et plus. C'est ce qu'on fait en général pour un bon suivi et voir ce qui se passe. Il y a d'autres qui font même à la naissance, mais d'après SmartTrain et le contrat qu'on a avec SmartTrain, c'est presque 3e mois. Et il y a aussi un poids à respecter, c'est 5 kilos. Si l'enfant a 5 kilos et fait 2 mois ou même 1 mois ou 3 mois et plus, on peut faire l'intervention au niveau de la lèvre. Et pour le palais, c'est 18 mois et plus. Merci beaucoup.
D'accord. Une autre question. In English, when does speech therapy start post-cleft surgery? Sorry, this question was not answered by the earlier speaker. This is Francis from Ghana. Donc, je vais traduire ça, Madame Faye, à le soin audiophonique. Ça commence à quel moment en post-opératoire de la chirurgie de fente? Je m'excuse parce que cette question n'a pas été répondue avec celui qui a parlé tout à l'heure. Donc, est-ce que vous pouvez répondre à la question de audiophanie, le langage? Ça commence, l'éducation de la langage, ça commence à quel moment en post-op? Ok, merci. Merci beaucoup pour cette question. C'est très intéressant. Donc, en général, bon, il n'y a pas en tout cas une durée bien déterminée, surtout pour les palais. Après l'intervention, la semaine qui suit, si l'enfant est bien cicatrisé, on peut déjà l'envoyer vers l'orthophoniste pour commencer l'éducation de la parole et faire des séances. Parce que là-bas aussi, ce sont des séances d'éducation que l'enfant doit faire. C'est l'orthophoniste qui programme, si c'est par semaine, ou bien 2 fois par mois, ou bien chaque mois, ça dépend de la correction que l'orthophoniste veut apporter à cet enfant. Mais après le post-op, si la cicatrisation est bonne, s'il n'y a aucun souci, on peut déjà référer l'enfant vers l'orthophoniste. Merci pour tout. So the speech therapy can start as early as possible after the healing of the wound. As soon as the wound is healed enough that the sessions won't cause harm to the operation site, the speech therapy can start as soon as possible. Est-ce qu'il y a encore des questions? Yes, I'm seeing 2 questions here from Herbert Fonte. Do anti-inflammatory drugs affect wound healing, and how soon can they be used following surgery? Voilà. I'll just translate that question. I think we had answered it in the beginning, but we can answer it again. Les anti-inflammatoires, est-ce qu'ils jouent un rôle sur la guérison? Et quel est le moment de leur utilisation après la chirurgie, les anti-inflammatoires? Je crois qu'on avait répondu à cette question, mais Madame Faye, vous pouvez encore juste donner un petit résumé sur l'utilisation des anti-inflammatoires pour la chirurgie de fente. Ok, merci pour l'intérêt en tout cas que vous portez sur l'exposé. Donc, je disais tout à l'heure par rapport aux anti-inflammatoires, en tout cas, nous, dans la structure où je suis, on le donne immédiatement en post-op. Parfois même, on parle jusqu'à même donner, par exemple, des corticoïdes et autres. Parce que je disais que quand on fait une intervention au niveau de la lèvre et après agir un post-op,
on constatait que la lèvre était un peu enflée. Donc, il y a une inflammation au niveau de la lèvre et c'est enflé, surtout chez les adultes. Donc, de ce fait, après ce constat, on a jugé nécessaire après, en post-op, on donne une dose ou 2 doses d'anti-inflammatoires. Et ça, en tout cas, on a eu des résultats très bons et ça nous a en tout cas aidé à résoudre le problème de l'inflammation. Donc, en post-op immédiat, après l'intervention, les 6 heures qui suivent, on donne les anti-inflammatoires et le lendemain aussi, on donne encore 1 ou 2 doses autres pour aider à l'inflammation. Merci beaucoup. Dr. Damson? Oui. Vous pouvez traduire la réponse, s'il vous plaît? In English, in our experience, we do use anti-inflammatories intra-op and in the post-op period immediately. Our observation has been that when there's so much swelling, there is increased pain and the healing takes much longer. And so it helps us with pain control in reducing the swelling, the inflammatory swelling. So our experience is that we found that anti-inflammatories are very useful in the post-op period immediately to reduce lip swelling and also reduce the use of other pain medications that would cause other side effects like respiratory distress and others. So yes, Madam Fai's response is that in our experience, we do use immediately in the post-op period anti-inflammatories. Poyo, Steve, you have a question, but I don't see it in the Q&A. Can you send your questions to the Q&A? Dr. Adamson, I'm seeing a question here. I don't know if you answered it earlier. The question is that, ma question est la suivante. Quel est le moment crucial pour éviter les complications d'un enfant opéré de fente palatine, fistule palatine? Merci. Can you see it? Oui, I can see it. La question a été répondue, mais si on a le temps, je donnerai à Madame Fay encore 1 minute juste pour donner la réponse, mais ça a été répondu. The question was answered in the beginning, but we can give Madame Fay, if we have time, 1 or 2 minutes to respond to that as well. Madame Fay? Oui. Ok, merci beaucoup. Donc, je vais encore éclaircir par rapport à cette question. Donc, je disais que la surveillance, elle est faite immédiatement. En post-op, après l'intervention, quand l'enfant sort du bloc, l'enfant doit être surveillé. Donc, tout à l'heure, je disais que l'enfant doit être surveillé à 3 niveaux. On doit monitorer l'enfant, voir les signes vitaux, voir l'enfant aussi son état général, si l'enfant est conscient, si l'enfant n'est pas agité, voir aussi au niveau de la plaie, s'il n'y a pas un saignement quelque part ou une hémorragie ou autre. Et le monitorage est surtout accentué sur les constantes. Les constantes, surtout la respiration et le pouls. Parce que la respiration et le pouls vont nous aider à déterminer est-ce que l'enfant a des problèmes de détresse respiratoire, est-ce que l'enfant a la fièvre, est-ce que l'enfant a mal et autres. Surtout par rapport à la respiration. Donc, je dis tout à l'heure que parfois, dans la chirurgie, on met les packings et autres. Parfois, on peut oublier le packing. Donc, si l'enfant n'est pas bien surveillé, l'enfant nous fait une tachycardie et on laisse passer, cet enfant, on risque de le perdre d'un moment à un autre. Donc, surveiller s'il y a un problème de respiration,
voir si on n'a pas oublié un parking, l'enlever et voir s'il n'y a pas d'autres complications qu'on peut gérer. Donc, la surveillance est faite immédiatement après l'intervention et à des heures rapprochées. Merci de votre attention. En fait, la question, Madame Faye, est par rapport à les complications. Quel est le moment crucial de survenue des complications chez la fente labio palatine? Vous pouvez dire un mot sur ça. Après, je vais traduire en anglais votre réponse. Donc, par rapport à la fente palatine, le moment le plus crucial à surveiller, c'est les 4 à 6 heures de temps après l'intervention. S'il n'y a pas de saignement, s'il n'y a pas d'hémorragie. Et c'est à cause de ça qu'on a demandé qu'on positionne l'enfant du côté latéral. Et ça peut aider à libérer s'il y a des sécrétions et autres. Merci. So, the crucial moments for that we have noticed in complications related to cleft surgery is usually the first few hours post-op. Usually there are complications of bleeding, complications of respiration, especially when it has to do with cleft palate. So the monitoring needs to be continuous for the first 6 hours. In our experience, we find that that's very helpful. So that's just a brief explanation on the crucial moments of complications in cleft surgeries. Je ne sais pas si nous avons encore de temps. Il y a quelques questions. I will translate a few more questions here if we have time. Do cleft lip and palate surgical repairs require multiple surgical procedures, or does one surgery suffice? Donc la question est, est-ce que la chirurgie des fentes, est-ce qu'ils ont besoin plusieurs séances de la chirurgie, ou une seule séance suffit souvent pour réparer toutes les malformations? Madame Faye, vous pouvez répondre à la question, je l'ai déjà lu en anglais. Ok, merci beaucoup pour la question. Donc, c'était juste pour en tout cas, dire que je pense que ça dépend des interventions. Par exemple, avec les lèvres, parfois, une seule intervention suffit. Même pour les palais, parfois, une seule intervention suffit, en tout cas, pour réparer une lèvre ou bien une palais. Mais parfois, il y a des complications, par exemple, en post-op. Par exemple, les enfants qui s'alimentent tôt pour les palais, ça peut créer en tout cas des fistules, et là, il faut une reprise. L'idéal est de faire une seule fois, mais ce n'est pas tout le temps qu'on peut faire une fois. On peut faire une fois ou 2 fois. Pour la lèvre aussi, parfois, on fait une fois, mais après, on peut faire l'esthétique, en tout cas, que le visage de l'enfant revienne dans les normes. Parfois, on peut faire une petite reprise, une petite retouche, en tout cas, pour avoir un visage rayonnant. C'est ça. Mais normalement, c'est une seule fois. Mais on peut avoir 2 fois ou même 3 fois, dépendant de ce qu'on veut atteindre comme esthétique, ce qu'on veut aussi atteindre comme, en tout cas, réparation complète. Merci. So in English, it really depends on the extent of the deformity. In general, for the lips, one surgical session should be, if it's done well, should be enough. It's the same for palates, but in this type of surgeries, you do have complications that appear later on. So you might, multiple surgeries might be required to repair fistulas, or realign the nose, or bring aesthetic realignment to the faces. So multiple surgeries are frequently done, but it depends on the extent of the deformity. So there is really not a very specific answer
to that question. It depends on the deformity and the complications which might make it necessary for multiple surgical procedures to be done. Ok, merci Dr. Adamson, merci Maman Rose Fayet, merci à tous les participants et à tous les panélistes. Je crois qu'il est déjà 10 heures. Nous nous donnons rendez-vous demain à la même heure pour un autre sujet. Merci à tous.